Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette quatrième séance du cours public Anthropocène, âge du désastre, petite histoire de la catastrophe industrielle. Donc après Seveso, après la dioxine, après les catastrophes invisibles, les catastrophes explosives ou celles qui arrivent sur les moments ou qui s'étalent sur des temps longs, sans faire de bruit, etc., etc. Aujourd'hui, on va passer au deuxième approfondissement que je souhaite proposer dans ces cours. C'est Bhopal 1984. Bhopal, d'une certaine manière, représente la quintessence de la catastrophe industrielle, une tragédie d'une violence inouïe, véritable hécatombe chimique en temps de paix. Événement qui, comme l'affirment Dominique Lapierre et Javier Moro dans leurs longs récits, dépasse l'entendement. Et effectivement, c'est que tous ceux et celles qui ont raconté cette catastrophe, ceux qui l'ont vécue, ceux qui l'ont écrite, même jouée parfois, n'ont jamais hésité à employer des termes tels que carnage, massacre ou même apocalypse. Et en effet, notamment à raison de ces modalités, Bhopal s'apparente d'une certaine manière au registre de l'indicible, un événement qui, tant pour le nombre des victimes que, comme je vous ai dit, pour les modalités, produit forcément un sentiment d'égarement, une difficulté réelle à restituer, à décrire l'ampleur de la tragédie. Et effectivement, il est très difficile de restituer l'horreur que dizaines, que centaines de milliers de personnes ont vécu la nuit entre le 2 et le 3 décembre 1984. Et cette horreur, en revanche, nous confirme l'un des points clés de ces cours. Les rôles puissants joués par notre imaginaire. Le rôle de l'imaginaire dans le fait de déterminer quel type d'impact aura une catastrophe sur nous, d'un point de vue culturel, bien évidemment. Nous sommes toujours dans la dichotomie entre continuité et rupture, mais surtout, encore une fois, nous assistons au décalage entre la matérialité de la catastrophe, les victimes, les dégâts, les conséquences, et de l'autre côté, son imaginaire, donc l'impact culturel. Vous vous souvenez, les 1000 morts du Titanic dont tout le monde se souvient, et par exemple les 11 000 morts du Gustave qui se sont un peu perdus dans l'oubli. Alors Bhopal est considérée la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. Alors je ne sais pas si à tort ou à raison, et d'ailleurs je ne sais pas non plus si un classement de ces genres pourrait avoir du sens, mais une chose est claire, la violence physique, les victimes du premier moment, des premiers jours, des mois et des années suivantes, me laissent penser que cet événement soit au moins, et je souligne au moins comparable à Tchernobyl. Et pourtant, comme on le verra dans les détails au mois de juin, Tchernobyl a laissé des traces extrêmement importantes dans notre imaginaire. Photographies, récits, films, documentaires, séries télévisées, même des jeux vidéo. Et sans vouloir trop anticiper les choses, je peux vous dire que Tchernobyl est probablement la seule catastrophe industrielle qui a produit, entre autres, une esthétique. Les bruits des Geiger, des compteurs Geiger, la silhouette des centrales avec sa cheminée, mais surtout la ville des Pripyat avec les fameux manèges, ces calendriers qui sont encore figés au 27 et 28 avril 1986. Or, je ne peux pas dire non plus que Bhopal soit un événement totalement inconnu, mais si je dois poser la question, combien d'entre vous savent exactement ce qui s'est passé à Bhopal, pourquoi? Combien de films il y a sur Bhopal, combien de livres, combien de photos? Là encore, nous sommes face à un événement très grave d'un point de vue des conséquences, mais dont la mémoire s'est inévitablement affaiblie. Qui raconte un petit peu la catastrophe de Bhopal? On l'a vu, il y a en France, il y a les livres de Dominique Lapierre et Javier Moro. Il était minuit 5 à Bhopal. C'est un récit très complet, très précis, qui restitue ces drames à partir de sa toute première genèse, à travers de nombreux points de vue. Il y a des documentaires, bien évidemment, il y a quelques ouvrages en anglais, il y a même un film réalisé en 2014 par Ravi Kumar et qui voit parmi les protagonistes même Martin Sheen. Et en italien, par exemple, il y a une excellente pièce de théâtre signée par Marco Paolini, qui est un auteur qui a dédié toute sa carrière au théâtre d'engagement civil et politique. Et c'est vraiment ce dernier spectacle avec les livres de Lapierre et des Moreau qui a
qui a inspiré un petit peu le récit que je souhaite vous faire aujourd'hui. Pour comprendre et donc pour bien réfléchir à cette catastrophe, il faut vraiment commencer par les débuts. Il faut revenir à un nom, à une marque, à une grande enseigne de la chimie mondiale. Union Carbide, dont on peut voir les logos, cette losange bleue. L'Union Carbide naît en 1917 grâce à la fusion entre Union Carbide Company, National Carbon Company et Linde Air Products Company. Au tout début, cette société s'est spécialisée dans la production d'éthylène pour antigel, mais bientôt s'élance dans les batteries, dans les pesticides et dans les propulseurs pour fusées. Avant Bhopal, qui, on le verra, c'est un événement qui marquera de manière indéniable les destins de cette multinationale, Union Carbide avait déjà fait preuve d'une très grande sensibilité sociale et environnementale. Par exemple, entre 1930 et 1935, pour la construction de Lock's Nest Tunnel en West Virginia. C'était un tunnel qui faisait partie d'un grand projet hydroélectrique. Union Carbide avait employé environ 3000 personnes qui furent obligées de travailler dans des conditions littéralement épouvantables. 15 heures par jour, aucune protection contre les poussières, menaces armées et autres formes de coercition. Résultat, après la fin des travaux, entre 700 et 1000 personnes sur les 3000 sont morts après avoir contracté la silicose. Autre exemple, 1957, Union Carbide achète une usine à Homebush Bay, à côté de Sydney, en Australie. On y a produit jusqu'en 1983 des phénols, des insecticides, du chlorobenzène et aussi les fameux DDT. À la fermeture, on a trouvé des gravissimes contaminations des sols et des eaux qui ont nécessité d'une gigantesque opération de dépollution. Mais Union Carbide a été aussi impliqué, en première ligne, dans les gigantesques projets industriels et militaires qu'on appelle Manhattan, la bombe atomique, que les Américains ont testé au Japon en 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Or, l'un des sites chimiques les plus importants de Union Carbide a été édifié dans le Kanawha Valley. Nous sommes dans l'état de l'Ohio, une véritable vallée de la chimie qui, à partir des années 20, a hébergé de nombreuses enseignes, Union Carbide, mais aussi Monsanto et DuPont. Les sites de production principaux étaient à Institute et South Charleston et bientôt sont devenus parmi les plus importants sites chimiques des États-Unis de propriété de Union Carbide. Malgré une attention apparente portée à la sécurité, sur le travail et sur l'environnement, les Kanawha Valley, je dirais presque inévitablement, a été le théâtre de nombreuses contaminations, de déversements, d'accidents mineurs ou pas trop mineurs. Et Union Carbide, tout comme les autres, Monsanto et DuPont entre autres, ont été à plusieurs reprises condamnés à de fortes amendes pour non-respect des normes environnementales et pour pollution. À confirmer tout cela, effectivement, les études épidémiologiques disent que dans cette zone, les taux de cancer sont généralement entre 2 et 3 fois par rapport aux moyennes du reste de l'État de l'Ohio. Or, dans le deuxième après-guerre, Union Carbide commence à développer un produit qui marquera dans les biens, mais je dirais aussi dans le mal, les destins de cette entreprise. C'est un composé chimique, bien évidemment, dont la fonction est celle de tuer de petites bestioles qui ont une très mauvaise habitude, qui est celle de bouffer les plantes dont nous nous nourrissons. C'est une très mauvaise habitude. L'idée était de parvenir à trouver un produit qui était capable de tuer ces parasites sans tuer ou contaminer ceux qui ensuite vont manger ces produits-là. Avant, il y avait les DDT. Mais apparemment, on a découvert assez vite que les DDT ne marchaient pas très bien en ce sens. Et on y arrive. Les produits s'appellent Carbaryl, mais dans les domaines commerciaux, on préfère l'appeler plutôt Sevin. C'est un pesticide. Rien d'autre qu'un pesticide. Un élément essentiel du développement humain, une réponse technoscientifique qui permet de résoudre l'un des phénomènes qui hantent les sociétés humaines. Les parasites, les animaux nuisibles et surtout leurs conséquences désastreuses sur l'agriculture. Donc la chimie industrielle qui
est somme toute une invention récente dans l'histoire de l'humanité. La chimie industrielle offre une réponse cruciale pour moderniser l'agriculture et donc pour améliorer largement les rendements agricoles. Mais qu'est-ce que c'est les sévines? De quoi s'agit-il? Alors, les premiers ingrédients du sévine est tristement connu. Les poilus, mais aussi leurs homologues allemands, anglais, etc., l'ont éprouvé à plusieurs reprises pendant la Première Guerre mondiale. C'est les phosgènes. Un gaz qui appartient à la famille des oxychlorures. Très toxique en cas d'inhalation. Les premiers symptômes du phosgène comportent irritation et larmoiement. Tout dépend toujours de l'exposition, la modalité et la quantité. Mais généralement, après une période asymptomatique qui peut varier de 20 minutes à 24 heures, on a un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et ensuite, la mort. L'autre ingrédient crucial du sévine est la monométhylamine. Voilà. Ces décomposés, mélangés ensemble, produisent l'un des protagonistes de l'histoire d'aujourd'hui, le MIC, ou pour les amis, isocyanate de méthyle. Ces derniers est enfin mélangé avec de l'alpha-naphthol et on a les merveilleux sévines, toxiques pour les parasites, mais pas pour les hommes. Donc une panacée pour l'agriculture intensive. Il y a un petit problème. Les MIC, donc un produit intermédiaire pour arriver aux sévines, est probablement l'une des substances les plus dangereuses jamais produites par les hommes, mais aussi l'une des plus toxiques. Je dirais même abominable en termes de toxicité. Il est très instable. Il se présente généralement sous forme liquide, mais il est hautement volatile. Il va en ébullition à seulement 39 degrés. Et en outre, il est très sensible à l'eau et à toute forme d'impureté qui peuvent provoquer immédiatement une réaction, c'est-à-dire la volatilisation. Mais l'autre grand problème est la toxicité. Union Carbide avait testé les MIC sur des rats, mais les résultats avaient été tellement terrifiants que l'on a décidé de ne pas les rendre publics. Les MIC, à la base, détruit les systèmes respiratoires en provoquant des brûlures de la peau, de la cécité et la mort même à des très faibles doses. Là aussi, bien évidemment, comme vous pouvez imaginer, tout dépend des quantités. Mais, vu les effets, je me demande s'il vaut mieux peut-être en assumer beaucoup, espérer de mourir assez rapidement pour éviter des souffrances atroces et qui sont potentiellement très longues. Quand on est exposé au MIC, la première chose que l'on ressent est une forte odeur de choux bouillis. Soudainement, les yeux brûlent et les larmes tombent. Puis on commence à tousser. C'est une toux profonde, douloureuse, incessante. En même temps, survient la nausée. Et puis, généralement, on commence à vomir. De la mousse d'abord, mais ensuite, ça va être du sang. C'est littéralement atroce. Tout dépend de la quantité et donc des dégâts subis par les poumons qui se remplissent immédiatement d'œdème. La mort, alors, peut survenir en quelques minutes, mais aussi en quelques heures. Parfois des jours ou parfois même 2 mois qui sont passés dans une pénible agonie qui consiste essentiellement en un constant besoin d'air, un essoufflement constant. C'est la compromission du système respiratoire. Donc il ne faut pas étonner alors si les MIC inquiètent immédiatement les ingénieurs, les chimistes. Sa manipulation, du moins en théorie, devrait répondre à des normes strictes et précises. Le problème, c'est que Union Carbide, pour longtemps, ne révèle pas les effets du MIC. C'est un secret industriel et donc il est bien protégé. Encore aujourd'hui, Union Carbide n'a jamais révélé les résultats des études sur les MIC ou les MIC. Donc, à partir des années 1940, au Mexique, débute un processus que l'on appellera par la suite Green Revolution, la révolution verte. Non, ce n'est pas vraiment de l'écologisme au sens strict. C'est tout simplement un processus de modernisation de l'agriculture qui intéresse essentiellement les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement. Le but est celui de faire recours à la science et à la technologie pour améliorer les rendements agricoles dans des zones qui, normalement, sont sujettes à des famines. Et donc, nouvelles techniques, nouvelles semences, utilisation massive d'engrais et, bien évidemment, des pesticides. Or, l'Inde a été l'un des protagonistes indiscutés de ces processus. Un grand pays, un pays très grand, très peuplé,
en pleine croissance démographique à l'époque et dont l'économie était fortement liée au secteur de l'agriculture. Juste pour faire un exemple, entre 1966 et 1971, l'Inde avait multiplié par 3 ses consommations d'engrais. Signe clair d'une tentative de moderniser un secteur clé de son économie et donc de son développement. Bon, pour la Union Carbide, la Green Revolution, c'est une occasion gigantesque. Bien évidemment, ils font des pesticides. Et l'Inde, qui est l'un des pays agricoles les plus grands de la planète, franchement, c'est un marché gigantesque, c'est un marché potentiel pour les sévines énorme, une occasion que l'on ne peut pas rater. Et donc la multinationale américaine décide de se lancer dans un pari important, les marchés indiens. Or, en réalité, Union Carbide existait en Inde déjà depuis les années 1930. Union Carbide India Limited était le nom de sa filiale, qui, en théorie, selon la loi indienne, devait être, du moins théoriquement, totalement indépendante de la maison mère. Du moins théoriquement, on verra. Donc, dans les années 60, Union Carbide décide cette grande opération, conquérir les marchés indiens des pesticides. Les sévines semblent vraiment être les produits idéaux. Et alors, regardons un petit peu cette affiche publicitaire. On a vraiment une citation de la grand-mère de la chapelle Sixtine, mais là, il y a un produit chimique qui se déverse sur un champ dans lequel vraiment il y a encore les pratiques ancestrales de l'agriculture traditionnelle indienne, mais sur le fond, on a déjà une usine, c'est signe de modernité. Le texte est extrêmement intéressant. Science helps build a new India. La science contribue à bâtir une Inde nouvelle. Une main pour l'avenir, de bœufs qui travaillent dans les champs, les ganges éternels, des éléphants caparaçonnés de bijoux. Aujourd'hui, ces symboles de l'Inde ancienne cohabitent avec une vision nouvelle, celle de l'industrie moderne. L'Inde a construit des usines pour renforcer son économie et apporter à ses 450 millions d'habitants la promesse d'un avenir éclatant. Mais l'Inde a besoin du savoir technologique du monde occidental. C'est ainsi que Union Carbide, en travaillant avec des ingénieurs et des techniciens indiens, a offert ses vastes ressources scientifiques pour contribuer à édifier une grande usine de produits chimiques et des matières plastiques près de Bombay. Partout dans le monde libre, Union Carbide s'est engagée à construire des usines pour la fabrication des produits chimiques, des matières plastiques, des alliages, des gaz. Les collaborateurs de Union Carbide se félicitent de pouvoir partager leur savoir et leurs compétences avec les citoyens de ces grands pays. Les projets du Sévin est lancé. Finalement, la losange bleue de Union Carbide commence à construire ses usines en Inde. Et en effet, Union Carbide reçoit du gouvernement fédéral indien l'autorisation à produire, entre autres, parce qu'il y avait d'autres usines, 5000 tonnes de sévines par an. C'est beaucoup, hein. Je vérifiais, c'est beaucoup. Ça peut être un chiffre qui dit rien, mais c'est beaucoup. C'est un projet qui vise pratiquement à avoir les monopoles du marché des pesticides. Or, on a vu que Union Carbide avait des usines de batteries, des plastiques près de Bombay, etc., etc. Mais restons sur les pesticides, ce qui nous intéresse ici. Jusqu'à ce moment-là, le site principal que Union Carbide possédait pour produire les sévines s'est trouvé à Institute, en West Virginia. C'était une usine gigantesque où l'on produisait sur place tous les composants du sévine, donc les phosgènes, les mics, etc., etc. L'usine de Institute était l'une des plus grandes de toute la société. Elle travaillait 24 heures sur 24. Et on y stockait des grandes quantités de mics. Stocker les mics, l'isocyanate de méthyle, n'était pas déjà à l'époque une technique courante. On l'a vu, hein, les mics est difficile à manipuler et ses effets sont, je dirais, terribles. Et donc, par exemple, déjà dans les années 60 et 70, dans des pays comme l'Allemagne ou bien la France, on préférait utiliser ce qu'on appelle la production à cycle continu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple.
une fois qu'on produit les MIC, avec les phosgènes et la monométhylamine, on les réutilise immédiatement, afin d'éviter le plus possible le stockage, à cycle continu. On fait les MIC, on les met avec l'alpha-naphthol et on a immédiatement les sévines, qui est un produit beaucoup moins dangereux, à moins que vous ne soyez des parasites nuisibles. Mais on voit comment Union Carbide, déjà à Institute, ne suit pas la logique du cycle continu. Elle préfère stocker ces MIC. Nous arrivons à l'année 1972 et Union Carbide commence à construire cette grande usine, cette belle usine, comme on l'appelait, la belle usine américaine en Inde. Et pour le faire, on choisit la ville de Bhopal, capitale de l'État du Madhya Pradesh, qui se situe vraiment au centre géographique des Landes. On les choisit essentiellement pour des raisons d'infrastructure. Elle est géographiquement bien placée, il y a un important réseau ferroviaire. Or, d'un point de vue théorique, les projets prévoient de construire cette belle usine qui doit être jumelle à celle d'Institute. Donc vraiment refaire l'usine d'Institute, mais en Inde. On prévoit initialement un budget de 28 millions de dollars, mais il y a des ajustements. Et, au final, on arrive avant. On fait des coupures à droite et à gauche. Et on verra. Il faut pas commencer à s'étonner tout de suite. Et en plus, les directeurs de Union Carbide India Limited, donc la filiale indienne, qui s'appelle Eduardo Muñoz, qui était un agronome d'origine argentine, déjà à l'époque avait exprimé des gros doutes à propos du fait de stocker les MIC. Lui, il aurait préféré sans doute une production plus sûre, une production à cycle continu. Mais au-delà des apparences, les liaisons entre la maison de mère aux États-Unis et la filiale indienne ne sont pas très égalitaires, disons, pour utiliser un euphémisme. Il y a une très forte dépendance. Comme l'ont témoigné toutes les enquêtes successives au désastre de Bhopal, la quasi-totalité de tout ce qui concerne les budgets, la typologie d'installation, le choix du processus était pris dans le siège principal de Union Carbide, qui se trouve à Danbury, dans le Connecticut. Or, Bhopal est une ville que l'on décrit comme merveilleuse. On l'appelle souvent la Bagdad indienne, à raison de ses nombreuses mosquées. Et en effet, la population de Bhopal est très très mélangée, avec, comme on peut imaginer, beaucoup de musulmans. Et il y a aussi des sikhs, des hindous, etc., etc. Mais c'est aussi une ville qui a une double réputation. C'est la ville des roseraies, les fameuses roses de Bhopal, qui sont partout dans la ville. Mais c'est aussi la ville des poètes. Il y a même un festival des poètes. Il y a ces poètes qui arrivent et qui déclament leurs vers sacrés de la tradition indienne, notamment les langues d'un grand lac qui côtoie vraiment la plupart du centre urbain. Mais Bhopal, comme beaucoup de villes indiennes dans les années 1970 et 80, est aussi une ville en plein essor démographique. À l'époque, il y a environ 800 000 personnes, officiellement. Et beaucoup de paysans sont des gens qui ont migré de la région de l'Orissa, une région très agricole, pauvre. Ce sont des gens qui s'installent, en particulier, ils s'installent à Bhopal, au nord de la ville, dans une zone qu'on appelle l'Esplanade Noire. Et alors, il y a tout un tas de quartiers, des quartiers informels qui se développent au fur et à mesure à un rythme extrêmement rapide. Oriya Basti, Chola Naka, JP Nagar. Une urbanisation, on peut facilement l'imaginer, marquée par la pauvreté, par la précarité, avec de baraques, de tôles qui s'entassent les unes sur les autres et qui accueillent des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à la recherche d'une vie meilleure. Mais c'est justement là qu'on décide d'installer la belle usine de Bhopal, au milieu d'une zone qui s'urbanise à toute vitesse. Aujourd'hui, il y a un champ et dans quelques mois, il y a un quartier. Mais en même temps, Union Carbide, pour Bhopal, c'est un rêve pour beaucoup, c'est la modernisation qui arrive. Imaginons, pour ceux qui ont la chance d'y travailler, un emploi sûr, prestigieux.
bien rémunéré dans une multinationale très prestigieuse qui se considère en plus comme une grande famille. On a l'habitude de s'appeler, les employés s'appellent entre eux le Carbiders, du premier jusqu'à la dernière roue, quoi. Ils sont tous une grande famille. Et donc finalement, le losange bleu de Union Carbide arrive à Bhopal en promettant un avenir radieux. Or, dans les premières années, à Bhopal, dans l'usine de Bhopal, on s'occupe de, entre guillemets, la partie finale du sévin. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend le mic et on le fait réagir avec l'alpha-naphthol. Le mic, lui, il est produit à Institute, aux États-Unis. Et ensuite, il est transporté, il est acheminé vers Bhopal. Eduardo Muñoz, qui, je vous rappelle, à la tête dirigeait la filiale indienne, raconte ses nombreuses inquiétudes liées à ces voyages. Une fois arrivé par mer en Inde, les derniers trajets du MIC vers Bhopal s'est fait par voie terrestre et s'est fait un camion. Donc imaginez-vous s'il y a un petit accident de camion, qu'est-ce qui va se passer avec un camion plein de MIC? Donc déjà à l'époque, Eduardo Muñoz exprime ses perplexités. Il avait déjà exprimé ses doutes à propos du stockage. Et c'est pour cela, mais aussi probablement pour économiser sur les transports, que Union Carbide, siège central, décide d'installer dans l'usine de Bhopal un réacteur capable de produire in situ les MIC. Et c'est le premier de Union Carbide en dehors d'Institute. On va pouvoir produire les sévines entièrement à Bhopal. Et cela pose quand même quelques problèmes, parce qu'en théorie, on va rajouter du danger. Et même pour une loi défaillante dans les années 80, la loi indienne, même dans cette loi-là, il faut être à au moins 2 kilomètres de toute habitation. Bon, là, on est au milieu d'une sorte de bidonville, hein. Mais à Bhopal, voilà, c'est la grande usine américaine et la classe politique des Bhopal se laisse un petit peu flatter par cette grande usine qui promet un avenir radieux. Donc les autorisations arrivent, bien évidemment. Les autorisations arrivent. Mais entre-temps, à Institute, des études avaient mis en évidence quelques failles de sécurité, notamment dans les unités du MIC. Et à Institute, on recommandait des grosses modifications au système de sécurité, notamment l'automatisation des postes de contrôle, l'informatisation générale, etc., etc. Les documents qui, par la suite, ont émergé après 1984 révèlent clairement qu'à Bhopal, aucune de ces améliorations ne fut jamais réalisée. Au contraire, les nombreuses réductions budgétaires à Bhopal avaient concerné jusque-là essentiellement les systèmes de sécurité. Par exemple, les systèmes de contrôle de toute l'usine de Bhopal étaient déjà datés à l'époque, dans les années 70. Aucune informatisation, aucune automatisation. Les procédures de maintenance étaient bien plus souples par rapport à celles de la jumelle américaine de Institute. Et comme ça, nous arrivons à l'année 1980. Le 4 mai, un jour que pour beaucoup ne veut absolument rien dire, le 4 mai 1980, Union Carbide inaugure à Bhopal l'unité de production de l'isocyanate de méthyle. C'est la première fois qu'une usine située dans un pays considéré en voie de développement est capable de produire les sévines de manière complètement autonome. À l'inauguration, participe aussi Warren Anderson, dirigeant de Union Carbide, et qui, un petit peu plus tard, 2 ans après, arrivera au sommet d'une multinationale qui possède de 700 usines, 120 000 employés éparpillés en 38 pays. Bon, c'est un moment historique, mais en revanche, ça faisait déjà quelque temps que les habitants de Lori à Bastille, très très pauvres, avaient assisté à des étranges, mais aussi à des inquiétants événements. Par exemple, un beau jour, une jeune petite fille originaire de l'Orissa, qui s'appelle Padmini, comme d'habitude, remonte un seau d'eau d'un puits qui alimente, voilà, il n'y avait pas des réseaux d'eau dans ces quartiers-là.
Soudainement, un odeur pestilentielle frappe ses narines, vraiment dégoûtant. L'eau était littéralement pourrie. Quelques heures plus tard, une autre découverte frappe les habitants du quartier. Des vaches sont retrouvées mortes. Et à côté des vaches, des corbeaux et des vautours qui avaient déjà commencé à se nourrir des carcasses sont également morts. Et alors, les habitants vont devant le portail de la grande belle usine et ils réclament, voilà, ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Ils comprennent immédiatement que ça ne peut venir que de là-bas. Et alors, la direction offre 5000 roupies pour chaque animal décédé, qui est un prix bien plus élevé que la valeur. Mais les habitants sont inquiets du puits et de l'eau qu'ils utilisent pour se laver, pour boire, pour cuisiner. Et alors l'usine décide de réaliser des analyses. Les résultats furent immédiatement sécrétés. Dans les terrains, on trouve des traces extrêmement importantes de mercure, chrome, nickel, cuivre et plomb. Les eaux des puits et de la nappe contiennent du chloroforme, du tétrachlorure et du benzène en des quantités qui sont considérées généralement comme létales pour les êtres humains. Pourtant, à part quelques dédommagements, tout reste comme ça. Même à l'intérieur de l'usine, tout semble bien s'est passé, mais pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui commence à s'inquiéter. C'est le cas, par exemple, de Monsieur Kamal Parek, qui est un génier, et qui commence à faire des objections, à faire des observations. Par exemple, comme toute la ville de Bhopal, même l'usine est un mélange de peuples et langues différents. Il y a les Sikhs, il y a les musulmans, il y a les hindous, et parfois il y a même des problèmes linguistiques, des plus. Souvent, il est très difficile d'inculquer à ces ouvriers une véritable culture de la sécurité. C'est la chimie. Les dangers est invisible. Les dangers de la chimie dépassent nos capacités sensorielles. Quand les dangers deviennent visibles, deviennent perceptibles, il est déjà trop tard. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, Kamal Parek affirme que le personnel médical de l'usine n'avait reçu aucune formation spécifique à propos des effets provoqués par les substances qu'on y manipulait. Et alors, Kamal Parek, qui rajoute aussi toutes les failles de la sécurité, les problèmes de maintenance, fait un gros paquet, un gros dossier et l'envoie aux États-Unis en demandant une simulation. Que se passerait-il en cas d'accident? La réponse fut qu'un accident n'est pas possible. Mais si cela devrait arriver, un nuage toxique ne devrait intéresser que les quartiers juste au sud de l'usine, ne dépassant pas la gare de Bhopal Junction, ce qui est déjà terrible parce que ce sont des quartiers extrêmement denses et peuplés. Des inquiétudes similaires sont partagées par un journaliste qui s'appelle Rajkumar Keswani, très jeune à l'époque, et qui est décédé l'année passée à cause de la Covid. Au début des années 80, il écrit une série de longs articles en parlant de l'usine comme d'une véritable bombe chimique placée au milieu de la ville et en dressant vraiment les portraits d'un scénario que par la suite se révélera littéralement prophétique. Mais Union Carbide, dans ces moments, avait bien d'autres soucis. Les paris indiens étaient pratiquement pas très réussis. En 1982 et en 1983, les ventes sont très inférieures aux attentes. Sécheresse, concurrence, des prévisions probablement un peu trop optimistes. Les pertes sont considérables. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas? On commence à réduire ultérieurement les coûts de production, personnel, maintenance, etc., etc. Les sévines, on les produit uniquement quand il faut réapprovisionner les réseaux de vente. Et bien évidemment, tout se dégrade plus rapidement et visiblement. Et l'usine jumelle de l'Institut vieillit assez rapidement. En 1983, l'unité de MIC, inaugurée il y a 3 ans, elle est stoppée. On procède à la production uniquement avec ce qu'on a déjà stocké, avec l'intention de les vider au fur et à mesure. Mais ce n'est pas suffisant, parce que il faut réduire les coûts. Et alors, voilà, même les systèmes de sécurité, on les met en fonction uniquement quand on doit produire. Pour le reste, franchement, c'est pas la peine. Une usine qui ne produit pas. Quels sont les systèmes de sécurité à Bhopal, et généralement quand on a affaire avec le MIC? Alors, premièrement, on les stocke dans des réservoirs en acier inoxydable, qui à Bhopal sont nommés E610, E611 et E619. Ils sont enterrés dans les bétons armés
Et ils ont relié avec un système complexe des vannes au reste de l'usine. Ils peuvent être isolés, bien évidemment. Bon, on a vu les MIC va en ébullition à 39 degrés. Donc, le premier système de sécurité est constitué par la réfrigération constante des cuves à 0 degré. En plus, il est fortement recommandé de ne jamais remplir les cuves au-delà de leur moitié. Pour une raison très simple, en cas de problème, en cas d'une réaction, cet espace vide pourrait être colmaté avec un produit qui empêche la volatilisation du gaz. Ensuite, tous les tuyaux qui hébergent les MIC convergent dans une tour de lavage, un système qui, en cas de problème, élimine la toxicité du gaz. Et si cela encore ne devrait pas être suffisant, tous les tuyaux sont convoités dans la grande cheminée, à la sommité de laquelle on trouve la fameuse flamme, la torche, constamment allumée, c'est du feu, qui brûle toute forme de gaz dans l'atmosphère avant qu'il ne se répand. On arrive à 1984 et les prévisions sont encore plus désastreuses. La direction de Union Carbide prend la décision, on arrête la production et on doit vendre l'usine. Mais attention, c'est pas simple de vendre cette usine, hein. Franchement, son état il est tellement dégradé que trouver quelqu'un qui puisse l'acheter, c'est impossible. Et alors, on décide qu'on va littéralement la démonter au fur et à mesure, pièce par pièce. Tout ce qu'on peut sauver, on va les revendre, on va l'éparpiller ailleurs. Et donc, en 84, l'usine est pratiquement fermée. Par quoi ça sert de garder les systèmes de sécurité dans une usine qui ne marche pas? Bah, effectivement, ça n'a aucune raison d'être. Mais, il y a un petit problème. Même si l'usine a définitivement cessé ses opérations, même si on se prépare vraiment à décommissionner, à démonter, il y a encore un petit peu de MIC. Et pas vraiment un petit peu. Il y a encore 67 tonnes de MIC oubliées dans les 3 réservoirs. Les E610, contrairement aux normes de sécurité, il est plein il est pratiquement plein. Il y a encore 20 tonnes de MIC dans le réservoir E611 et il y en a une dans le E619. La nuit du 2 décembre 1984, il faut faire une opération de nettoyage assez banale. Avant de démonter, il faut nettoyer des tuyaux. Et alors, on appelle, comme il n'y a pratiquement plus de personnel, on appelle une équipe de maintenance qui provient d'une usine batterie. Une équipe qui probablement n'a jamais vu une usine de ce genre. On doit nettoyer des tuyaux, donc on les isole. On jette de l'eau et si les tuyaux sont bien isolés, l'eau rentre d'un côté pour sortir de l'autre. Mais l'eau rentre, mais ne sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Probablement, la rouille a créé quelques dysfonctionnements sur les vannes. Il y a quelques vannes qui n'ont pas marché, mais bon, personne, franchement, n'est pas trop inquiet. Et pourtant, l'eau a commencé à se déverser dans la cuve E610, en emportant avec elle de la rouille et d'autres impuretés. Les MIC, on l'a vu, il est très sensible à l'eau, aux impuretés, mais aussi à la température. Et on découvre alors qu'un mois avant, on avait arrêté les systèmes de réfrigération. Les frais, on coûte cher, hein. Donc si on ne produit pas, on arrête. Et l'effet est d'autant plus incompréhensible si on considère que les températures moyennes des Bhopal, comment dire, ne sont pas très fraîches. Donc, d'un coup, ces employés commencent à sentir un odeur très fort de chou bouilli. Les yeux commencent ils commencent vraiment à pleurer, ils sont irrités. Mais cette odeur, les employés d'une usine de batterie, comment dire, ils ne sont pas capables de les reconnaître immédiatement. Et littéralement, soudainement, ils voient littéralement les bétons qui recouvrent les cuves qui flottent comme dans un tremblement de terre. Ils tremblent littéralement. La réaction a commencé. Alea iacta est, disaient les latins. Les MIC sous forme gazeuse se répandent dans tous les tuyaux de l'usine. Les vannes sont en très piteux état, donc ils ne peuvent pas contenir la pression. Notamment, voilà. La tour de lavage qui devrait purifier les gaz, était arrêtée, elle était en maintenance. Elle était désactivée. Tout comme la torchère. Il n'y avait pas de combustible, l'usine était arrêtée. À quoi ça sert, la petite flamme? La dernière possibilité pour éviter les désastres, elle ne marche pas. Même les alarmes sont désactivées. Et alors, comme un geyser gigantesque, les MIC se déversent à l'air libre à travers la cheminée de l'usine. Et alors, quand on a compris ce qui se passe, les quelques ingénieurs restés, dans une tentative désespérée, ils cherchent à jeter de l'eau en haut pour que l'eau puisse au moins dissiper un petit peu le MIC. Mais on n'y arrive pas. La puissance de l'eau et la pression
ne permet pas d'arriver jusqu'au sommet. On est près des minuit entre le 2 et le 3 décembre 1984. Or, à Bhopal, en décembre, généralement on se marie. À l'équateur, où les températures sont normalement très élevées, décembre offre généralement un climat un tout petit peu plus agréable. Les soirées, on arrive même à avoir un petit peu frais. Et même l'humidité est un petit peu moins forte. Or, les mariages indiens, vous le savez, généralement sont combinés, davantage en 1984. Mais il reste quand même, selon les descriptions, un spectacle d'une rare beauté. C'est un rituel complexe qui dure 2 ou 3 jours, il y a 2 fleurs, il y a des couleurs, parfois il y a un cheval blanc quand cela est possible, et des fêtes qui se poursuivent toute la nuit. Or, dans une société traditionnelle, pour décider la date d'un mariage, on consulte des spécialistes, un peu comme l'horoscope, notamment chez les hindous. Il y a des jours qui sont plus propices et des jours qui sont moins propices. En ce moment de l'année 1984, l'un des jours les plus propices, c'est justement le 2 décembre. Et alors, comme on peut imaginer dans les quartiers de Loria Basti, de Chola, de Jaiprakan, autour de minuit, il y a beaucoup qui dorment, mais beaucoup, ils sont en train de faire la fête. Ils fêtent les mariages de leurs filles, de leurs fils, de leurs amis, de leurs neveux. Et au bout d'un moment, on entend une petite sirène qui arrive de l'usine, mais personne n'y fait attention, c'est la fête, c'est l'alcool, on s'en fiche. Les mics, les isocyanate de méthyle, est plus lourd et beaucoup plus dense que l'air. Il a donc la tendance à aller vers le bas, à rester près du sol. Et alors, ces gigantesques nuages qui sortent de la cheminée, tout doucement, poussés par un vent de nord-ouest, donc qui les pousse vers sud-est, va directement vers les quartiers. Et alors, tout d'abord, cette odeur de chou bouilli, et puis les yeux qui commencent à piquer, et puis on tousse, et au bout d'un moment, on commence à vomir. Dans les ruelles étroites des quartiers nord de Bhopal, en quelques instants, c'est littéralement l'apocalypse. Personne n'a aucune idée de ce qui se passe. Les gens fuient de tous les côtés. Ils toussent, ils vomissent, ils sont aveuglés, ils se heurtent les uns contre les autres. Il y en a qui vont tomber sur d'autres corps. Mais il y a aussi d'autres gaz qui, à côté du mix, s'enfuient. Il y a l'acide cyanhydrique, par exemple, qui bloque immédiatement les systèmes respiratoires. Il y a les phosgènes. Et alors, il y a des gens qui enjambent sur les cadavres, qui immédiatement, ils sont partout. Les témoins parlent d'un silence irréel, coupé uniquement par des gémissements et par les bruits de la toux. On cherche désespérément un refuge. Personne n'avait jamais dit à la population qu'il fallait, par exemple, vérifier la direction du vent et éviter de marcher à côté du vent, mais d'aller dans l'autre sens pour réduire les temps d'exposition. Personne n'avait leur dit qu'une simple bande de tissu mouillé, bien que rudimentaire, pouvait quand même limiter l'exposition. Les gens courent, ils ont peur, ils courent, et quand on court, on s'essouffle, on respire plus fort, on respire plus vite, et donc c'est plus de gaz qui rentrent dans les poumons. Je cite un petit extrait de Lapierre et Moreau, page 428. L'horreur. L'indicible, poussé par les vents, la vague gazeuse rattrape un peu partout les flots humains qui tentent de lui échapper. Devenus fous, des gens courent en tous sens, vêtements arrachés, voiles déchirés, à la recherche d'une bouffée d'air respirable. Certains dont les poumons sont en train d'éclater s'éroulent à terre dans d'atroces convulsions. Partout les morts au teint verdâtre côtoient les agonisants secoués par des spasmes dont la bouche crache un liquide jaunâtre. Les nuages descendent toujours vers le sud et atteignent et il attend la gare de Bhopal Junction, bondée des passagers et des porteurs de vent d'air qui attendent l'arrivée du Gorakhpur Express des minuit et quelques. Des employés du chemin de fer qui, enfermés dans leur cabine, cherchent, une fois qu'ils ont compris ce qui se passe, ils cherchent à arrêter les trains. Mais c'est trop tard, cela n'est plus possible. Quand les trains arrivent sur les quais, les spectacles il dépasse l'entendement, pour reprendre le récit de Lapierre et Moreau. Les portes s'ouvrent et les passagers se trouvent devant des centaines de corps, morts ou agonisants. Ils gisent par terre, il y en a qui cherchent à s'enfuir, il y en a qui toussent, il y en a qui vomissent. L'odeur les envahit, mais heureusement, le chef du train a les réflexes de redémarrer et le train, heureusement, parvient à repartir. En même temps, l'hôpital Amidia, qui se trouve un petit peu plus au sud, devient une véritable succursale de l'enfer. Les gens se déversent par milliers. Il n'y a plus de place, ni par terre, ni dehors.
plus de place. Déjà dans les premières heures, les cadavres doivent être jetés en masse dans la rue, devant l'immeuble de l'hôpital. On rappelle tous les personnels disponibles, on cherche à rincer les yeux, on donne de l'oxygène, on donne de la cortisone, des comprimés pour la toux, mais on n'essaie rien. On pense au début à de l'ammoniac, mais les effets sont trop graves. Alors on appelle la direction des Union Carbide, bien évidemment, on demande désespérément, mais de quoi s'agit-il? Quels sont les remèdes? Et là, il y a encore une autre scène absolument surréaliste. Oui, il y a eu une fuite de gaz, confirme la direction de l'usine. Mais nous sommes désolés, nous ne pouvons pas révéler la composition du gaz, c'est un secret industriel. Seulement le lendemain, on découvrira que c'était du déliciocyanate de méthyle. Or, d'une certaine manière, celles qui ont trouvé la mort dans les premiers instants eurent de la chance. Beaucoup, la plupart probablement, ont attendu des heures horribles, des jours, parfois 2 mois. Et puis, bon, à tout cela se rajoute, comme c'est souvent le cas dans les catastrophes industrielles, les effets sur le long terme. Les poumons sont compromis. Mais à quel point? Et puis encore aujourd'hui, il y a les cancers, il y a les malformations, et on paye une contamination lente et constante que Union Carbide avait commencé déjà avant et à laquelle on a rajouté cette nuit d'horreur. Suffit de penser que les Zyklon B, qui étaient utilisés par l'Allemagne nazie pour réaliser les plans d'extermination, employaient environ 10 interminables minutes. Il arrivait parfois que quelques malheureux étaient encore vivants et alors il y avait les sondeurs commandos qui s'en occupaient. À Bhopal, il n'y avait personne qui pouvait accomplir cette tâche absolument indicible. L'espoir, on dit, est la dernière chose qui meurt, mais là, je ne suis pas sûr qu'il soit une bonne chose. Dans les jours suivants, la portée de la tragédie commence à se manifester. Vraiment, les cadavres sont partout. Des hommes, des animaux, il y a tout. Ils envahissent littéralement toutes les routes. Ils sont jetés dans des fosses communes. On n'a pas vraiment le temps de procéder au brésier traditionnel des Landes. Alors, ce n'est pas simple, comme vous pouvez l'imaginer, d'avoir des chiffres précis. Nous sommes en Inde, nous sommes en 1984, dans un pays pauvre, dans des quartiers pauvres, peuplés des migrants, des marginalisés, des gens qui ne figurent sur aucune liste, sur aucun registre. Parfois, ce sont des familles entières qui ont disparu. Mais les estimations proposent une fourchette comprise entre 8 000 et 20 000 morts dans les premiers 3 jours. Et au moins, je souligne au moins, 250 000 blessés, 250 000. Le sort de ces blessés, ainsi que le sort de tous ceux qui ont par la suite développé des pathologies très difficiles à estimer. Encore aujourd'hui, la contamination chimique unie aux effets de l'épouvantable nuit de parfum fait sentir encore ses effets. Mais ce n'était pas fini, parce que Union Carbide, quelques jours après, communique que dans les 2 autres réservoirs, il y a encore 20 tonnes de mic. Et il faut s'en débarrasser. Bon, c'est la panique. C'est qui peuvent quitte la ville. Parce que la manière, paradoxalement, la plus sûre de se débarrasser de cette substance mortelle est celle de la transformer en sévine. Donc de remettre en place l'usine. Ce qui n'est pas évident vu l'état général de l'installation. Ce n'est pas donné. On appelle ça opération Fate. Mais bon. Et c'est fini comme ça. L'usine, la belle usine de Bhopal, produit pour la dernière fois du sévine, qu'on ne sait pas ce qu'on a fait, juste pour éliminer les derniers 20 tonnes de mic. Or, l'histoire légale et judiciaire de Bhopal mériterait un récit à part. En essayant de la résumer, disons que depuis 1982, Union Carbide était dirigée par Warren Anderson, assisté par son deuxième qui est Robert Kennedy. Ces deux derniers voulaient confier à leur société un visage humain au début. Ils voulaient que le respect de certaines valeurs éthiques puisse être important, au moins comme les valeurs des actions en bourse. Or, Anderson, une fois appris la nouvelle, s'est précipité en Inde. Il s'est fait immédiatement arrêter, bien évidemment, mais bon, il ne voit jamais de prison. Il est mis en résidence surveillée dans le siège, dans la merveilleuse villa de Union Carbide, et il sort grâce à une gigantesque caution de $500. Donc, immédiatement,
Union Carbide dit que la sécurité de Bhopal était la même qu'Institut, comme toutes les autres usines. Et soutient une thèse qui est encore aujourd'hui soutenue, qui est un sabotage, effectué par un ouvrier qui voulait se venger de la fermeture. Et encore aujourd'hui, Union Carbide, qui désormais appartient à Dow Chemical, dit encore qu'il s'agit d'un Dow Chemical. Or, d'un point de vue judiciaire, on assiste à la formation d'une sorte de carré magique. D'un côté, on a la justice fédérale indienne et la cour locale du Madhya Pradesh. De l'autre, l'Union Carbide et la Union Carbide India Limited. Union Carbide dit que la faute, c'est de Union Carbide India Limited. Mais ces derniers, prévalemment, démontrent que toutes les principales décisions concernant la réduction budgétaire, la sécurité, etc., avaient été prises par Union Carbide, notamment dans les années 70. De l'autre côté, les Indiens voulaient que les procès soient célébrés aux États-Unis. Union Carbide voulait le contraire. Pourquoi ? La réponse est simple. Une chose est condamner une société américaine en Inde, et donc après faire respecter le verdict. Une chose est si cette société est condamnée aux États-Unis, dans laquelle on dispose des moyens beaucoup plus efficaces pour faire respecter. À la fin, c'est Union Carbide qui gagne. Les procès célébrés en Inde. Union Carbide offre immédiatement une compensation de 350 millions de dollars. Les Indiens poliment refusent et disent « Nous préférons plutôt 3,3 milliards de dollars ». Mais au final, la Cour suprême indienne invite les parties à trouver un accord. Et cet accord, on le trouve à 470 millions pour les victimes, plus 17 millions pour la construction d'un hôpital spécialisé à Bhopal. Alors, entre 350 et 3,3 milliards, je peux dire que 487, ce n'est pas vraiment une voie intermédiaire. Et en effet, les tribunaux locaux du Madhya Pradesh décident de poursuivre et célèbrent un procès qui aboutit à la condamnation de, entre autres, Warren Anderson à 10 ans de prison, qui, bien évidemment, ne se présente jamais au procès. Il meurt en Floride en 2014. Voilà. Or, pour conclure, il me reste environ 8 minutes. Terence, auteur latin, roman vécu au IIe siècle, Jésus-Christ écrivait que « Homo sum ni lumani a me alienum puto », que l'on peut traduire comme « Rien de ce qui est humain est étranger à moi ». Donc la première, somme toute banale, interprétation du désastre est sans doute liée au domaine que nous pouvons appeler comme post-colonial. Une grande usine américaine qui méprise de facto la vie et la sécurité de quelques centaines de milliers d'Indiens. C'est indéniable, bien évidemment. Ça marche. Mais, pour moi, les choses sont encore plus compliquées. Du moins, si je puis dire, d'un point de vue philosophique. Tout ce qui est humain nous appartient, disait Don Terence. C'est l'une des choses qui nous rend humains. Et probablement la capacité de nous mettre à la place des autres, d'utiliser notre imagination pour essayer de ressentir ce que les autres ressentent. On appelle ça l'empathie. Et dans des tragédies comme celle de Bhopal, ce que nous faisons immédiatement, c'est de nous mettre à la place des victimes. D'un point de vue moral, éthique, nous sommes, bien évidemment, nous nous sentons plus proches de ceux qui ont souffert, des intoxiqués. Sauf que l'histoire nous apprend une autre chose. Si nous cherchons à comprendre les conséquences d'une tragédie, et alors nous devons nous identifier en ceux qui subissent ces conséquences. Mais en revanche, si nous cherchons à comprendre au contraire quelles sont les causes, et alors là, il faut faire une opération qui, à mon sens, est un petit peu plus désagréable, du moins moralement. Il faut chercher de se mettre dans la peau de ceux que nous considérons comme les responsables, les méchants du cas. Et c'est une opération qui nous met très mal à l'aise, mais qui est indispensable. Alors, les méchants, dans ces cas, ont un nom et un prénom, et un visage. Il s'appelle Warren Anderson, et qui, d'un point de vue philosophique, à mon sens, pourrait être l'un des personnages les plus intéressants de cette histoire. De toute manière, la chimie est un composant essentiel. Or, nous concevons ces grandes multinationales comme des entités impersonnelles, dépourvues de toute moralité, des gigantesques structures vouées au profit, et cela est vrai, du moins en partie il est vrai.
Mais il est vrai aussi une autre chose, que les êtres humains qui dirigent ces multinationales réagissent au MIC exactement de la même manière que les gens de Bhopal. Et alors, imaginons dans ces dernières minutes qui nous restent, d'être Warren Anderson. Et non, attention, je tiens vivement à les préciser, ce n'est pas du tout un jeu à l'avocat du diable. Au contraire, il s'agit tout simplement de chercher à comprendre. Warren Anderson a été à la tête de Union Carbide entre 1982 et 1986. Donc au moment de la tragédie, juridiquement et moralement, c'est lui le responsable. Il était né en 1921 dans une famille d'immigrés suédois. Son père était un simple maçon. Après des études en chimie, il rentre dans la marine et il devient pilote d'avion, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais heureusement pour lui, ne parvient pas à participer à des vrais combats. Puis après, une fois la guerre finie, il rentre aux États-Unis et il est embauché à Union Carbide comme simple vendeur. Il commence vraiment dans l'échelon les plus bas des dirigeants quand même, de ceux qui ont quand même des études. Et il dédie toute sa vie à cette société. Et au fur et à mesure, il grimpe les échelons. En 1979, Anderson, il est déjà très haut dans l'organigramme. Union Carbide vit un moment désastreux non seulement en Inde. Les revenus de la société avaient subi en ce moment une baisse de 90%. Et quand, en 1982, Anderson parvient à la tête du conseil d'administration, il s'efforce de mettre en place un plan ambitieux de reprise économique. Alors nous ne pouvons pas savoir quel est le rôle qui a joué par l'usine de Bhopal, mais il nous suffit de prendre en considération qu'à cette époque, Union Carbide possédait 700 usines et 120 000 employés. Les enquêtes successives ont démontré que la plupart des décisions concernant les réductions du budget ont été prises dans les années 70, donc avant la présidence d'Anderson. Et puis, un beau jour de décembre, Anderson reçoit un coup de fil. Une chose épouvantable a eu lieu en Inde, à Bhopal. Les récits sont terrifiants, littéralement terrifiants. Et Anderson fait une chose qui pour nous devrait être normale. Il part contre l'avis des avocats de Union Carbide. Il prend l'avion, il se rend immédiatement à Bhopal. On l'a vu, il s'est fait arrêter, etc., etc. Et puis, il est condamné. Et à Bhopal, il est justement encore aujourd'hui considéré, bon, il est mort, mais il a été considéré longtemps comme un criminel en fuite. En 1986, Anderson part à la retraite, au beau milieu du chaos judiciaire que Bhopal a provoqué. Il aurait voulu être considéré l'auteur d'un miraculeux plan de reprise industrielle, et certainement pas comme le responsable juridique et moral d'une horreur sans précédent, qui en plus menace et a menacé l'existence même de la compagnie à laquelle il a consacré toute sa vie. Or, je pense qu'il soit impossible de savoir comment Anderson a vécu ces moments. Imaginez, vous êtes à la tête d'un empire chimique. Vous êtes probablement un cynique homme d'affaires, bien évidemment. Mais d'un coup, on vous communique que d'une manière ou d'une autre, vous êtes responsable d'un accident de ce type, d'une horreur de ce genre. Je pense qu'on a besoin, du moins moi j'ai besoin de penser que même au cynisme capitaliste, il y a des limites. Je ne suis pas sûr, mais certainement, considération banale, Anderson a bien mieux vécu les choses que n'importe quel autre habitant de Bhopal. Ça, voilà, c'est une banalité, mais on les souligne. Les New York Times reportent l'une de ces rares phrases qu'il a accordées à la presse. Un beau matin, tu te réveilles et tu penses, est-il possible qu'une chose de ce genre ait vraiment eu lieu? Et puis tu te rends compte que oui, cela est arrivé et que d'une manière ou d'une autre, tu devras vivre avec ça jusqu'à la fin de tes jours. Sa femme Liliane a raconté à la presse que pour la première fois, son mari n'arrivait pas à dormir. Eh ben oui, comme quoi. Effectivement, je n'ai pas du mal à les croire. Apparemment, après son retour des Landes, il s'est enfermé avec sa femme dans un hôtel du Connecticut où il a passé des journées et journées entières à lire et à relire tous les articles de presse sur ce qui était arrivé à Bhopal. Comme si d'une certaine manière, il voulait se convaincre que oui, c'était comme ça, que tout cela avait vraiment eu lieu et que d'une manière ou d'une autre, lui, il en était le responsable. Sa femme nous raconte aussi que pour un certain temps, Anderson n'arrivait pas à supporter les personnes qui riaient, qui rigolaient dans des lieux publics. Dans une autre interview, Anderson même affirme que toute la suite judiciaire se déroule à travers une sorte de compromis entre la compassion humaine et les stratégies de survie industrielle.
Alors la tentation est forte. Intellectuellement et philosophiquement, je serais tenté de recourir à la fameuse banalité du mal d'Hannah Arendt. Les engrenages d'un système complexe qui fonctionne justement parce qu'on peut les substituer d'un moment à l'autre sans que les résultats ne soient nullement impactés. Mais si vous y réfléchissez bien, la comparaison ne peut pas marcher. Parce que les fonctionnaires du Troisième Reich, Adolf Eichmann par exemple, participaient quand même à un projet clair et net. C'était un projet d'anéantissement sur base raciale, l'extermination des Juifs. Or, la Union Carbide, avec tous les défauts et les critiques que l'on peut faire à une grande multinationale, avait un seul but, qui était celui de faire du profit en produisant et en vendant des produits chimiques. Donc, au-delà du cynisme et au-delà de toutes les autres détestables pratiques industrielles, moi j'ai du mal à imaginer que Warren Anderson ou un autre dirigeant n'ait jamais voulu exterminer des milliers d'Indiens. Ça, je pense qu'on peut le dire. Mais pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, les problèmes, à mon sens, ce n'est pas la responsabilité morale et juridique de Warren Anderson et de ses prédécesseurs, mais plutôt les modalités pratiques avec lesquelles toutes les circonstances qui ont abouti à cette tragédie ont eu lieu. En 1973, on l'a vu, Union Carbide acte d'importantes réductions du budget. Et inévitablement, ces réductions impactent la sécurité et la formation des techniciens. Et après, est-ce qu'il n'y a jamais eu un moment au sein de cette gigantesque industrie dans laquelle quelqu'un a une vision claire et nette de tout ce qui se passe à Bhopal, qui sait exactement qu'il y a les 60 tonnes de mythes qu'on a oubliés, qu'on a arrêté ça, qu'on a arrêté ceci? Peut-être oui, peut-être non, moi je ne sais pas. Ou peut-être que ces informations, d'une certaine manière par inertie, se perdaient dans cette gigantesque bureaucratie en passant d'un bureau à un autre, d'une réunion, d'une expertise. Et qui sait, nous ne le saurons jamais, probablement. Et je le répète, on ne joue pas et on ne doit pas jouer à faire l'avocat du diable. Ces raisonnements n'a pas le but de limiter les responsabilités des Union Carbide et de ceux qui la dirigent. Il s'agit tout simplement de comprendre pourquoi et comment un horaire qui dépasse l'entendement peut se produire malgré le fait que personne n'en ait l'intention directe. Warren Anderson est mort le 29 septembre 2014 en Floride. Son dernier souffle ne peut pas et ne doit pas être comparé aux atroces souffles des habitants de Bhopal intoxiqués par les MIC. Ces dernières années, il les a passés à fuir la presse et les nombreux activistes qui justement réclamaient justice en frappant à sa porte. Mais quoi qu'il en soit, moi personnellement, je n'arrive pas à imaginer les dernières années de vie de Warren Anderson comme dans une période heureuse et sereine. Faisons donc attention aux monstres, à ceux qui sont considérés les méchants. Parce que la chimie est une composante essentielle de notre humanité, bien plus que l'énergie nucléaire. Nous utilisons tous la chimie, elle est partout, elle constitue littéralement la base matérielle de tout ce qui entoure notre quotidien, à cet instant même. Quelqu'un doit la produire, quelqu'un doit prendre les risques physiques, bien évidemment, mais aussi les risques moraux et philosophiques. Et alors, l'être humain, au temps de l'Anthropocène, est donc capable d'incarner avec une extrême facilité tant l'innocence absolue d'un habitant de Bhopal qui se trouve dans un Iketnunk particulièrement malheureux, mais aussi ce qui se trouve à la tête et qui est responsable. Un des beaucoup, Warren Anderson, dont le rôle est peut-être aussi celui de préserver l'intégrité de notre conscience, de rendre sereines nos nuitées en nous rassurant sur le fait qu'il y a toujours un méchant que nous pouvons condamner, du moins d'un point de vue éthique, moral et juridique. Mais attention, je ne suis pas sûr qu'on les puisse condamner aussi d'un point de vue philosophique. Union Carbide n'a pas survécu à la tragédie de Bhopal. Depuis 1999, elle appartient à Dow Chemical. Sur son site internet, dans la page dédiée à la tragédie, on lit encore « Act of Sabotage », un acte de sabotage. Union Carbide, même s'il appartient désormais à notre colosse chimique, a besoin de croire malgré tout à un mensonge, à un sabotage. Elle a besoin de croire à ça pour sa survie morale et matérielle, pour la survie de toute la chimique industrielle de la planète. Et nous, je pense que nous avons besoin de croire à un monde qui, somme toute, est capable de distinguer les bons et les méchants. Pour la survie de nos nuitées, pour la survie de nos rêves serrants et pour la survie d'une humanité chimique.
Et sur cela, moi, je vous remercie pour l'attention.